Le vendredi 10 décembre coïncidait avec l'adoption de cette fameuse Déclaration universelle des droits de l'homme, ce qui en effet, au lieu d'ouvrir un regard, un horizon optimiste, prometteur pour l'humanité, malheureusement, a laissé dans son sillage plus de violations des droits de l'homme, plus de violations des libertés civiles, plus d'agressions, de massacres, d'effusions de sang, plus de crimes, notamment cette histoire de l'occupation des territoires palestiniens par le régime sioniste, et le silence des organisations internationales. Ceci étant dit, M. d'Ortiguier, comment jugez-vous le parcours historique de ce geste initialement optimiste, prometteur de la communauté internationale? Il s'agit là d'un faux optimisme, bien sûr. On peut dire que l'effet dont vous parlez est égal à la cause. Car lorsque une commission s'est réunie en 1946 aux Nations Unies, dirigée par la volonté des Américains, par Madame la veuve Eleanor Roosevelt, cette commission donc était chargée d'une soi-disant Déclaration universelle des droits de l'homme et qui a abouti en 1948, comme chez nous, par une déclaration, vous savez, également au palais de Chaillot où elle se trouvait. Et il faut remarquer que, entre-temps, la veuve Roosevelt a menacé de démission le président Truman si celui-ci ne soutenait pas la formation de l'entité sioniste. C'est-à-dire que celle-même qui était responsable aux Nations Unies, je ne parle pas en tant que chef de la délégation américaine, mais du projet, disons, des États-Unis appuyé par les Américains, a été en même temps celle qui a fait pression, disent les historiens américains, sur Truman, justement pour pouvoir réaliser ce premier grand crime de l'après-guerre. Voilà exactement, disons, dans quelles conditions, quelle a été la chose, ou comme on dit en latin, la cause, qui est le même terme, vous savez, pour désigner justement cette réalité dont M. Mahanlou a parlé. Je voudrais ajouter justement très précisément que cette déclaration des droits, dont s'est inspiré le franc-maçon Lafayette chez nous en 1789, était inspirée d'une constitution de la Virginie, de l'État de Virginie, premier État qui est resté esclavagiste, qui a fait la fameuse déclaration de 1662, disant qu'une esclave ne pouvait engendrer qu'un esclave, et qui a été le premier grand État, mis à part sa partie occidentale, à faire, disons, la grande guerre intestine contre les abolisseurs de l'esclavage. Voilà, disons, quel a été le théâtre, disons, de ce qu'on désigne aujourd'hui par la Déclaration des droits de l'homme. Il ne s'agit pas d'une déviation, disons, de ces principes, mais il s'agit au contraire d'une conséquence de mauvais principes, c'est-à-dire de principes qui reposent, comme on dit, sur un pathos, sur une forme de déclaration vide, voyez-vous. C'est une sorte de rideau, voyez, qui cache la scène d'un crime que vous avez très bien décrite, qui est aussi le crime commis par le terrorisme actuel, par exemple, dont a parlé le délégué iranien, disons dans sa lettre aux Nations Unies. Tous ces crimes de terrorisme, intérieurs et extérieurs, aux États-Unis et ailleurs, n'est-ce pas, ne sont pas du tout couverts par cette déclaration. Au contraire, ils se font à l'abri de cette déclaration. Merci infiniment, M. d'Ortiguier. Le spectacle, le théâtre dont vous parliez se poursuit toujours, d'autant plus que la question des droits de l'homme est le plus souvent instrumentalisée par une poignée de puissance dans le cadre de leurs intérêts politiques, que ce soit à l'intérieur de leur propre territoire ou encore contre les autres nations, notamment dans les deux guerres dévastatrices en Afghanistan et en Irak. La question qui se pose, alors que les prétendus défenseurs des droits de l'homme dans le monde sont eux-mêmes les plus grands violateurs des droits humains, est-ce que ces pays-là peuvent se permettre de se prononcer sur la situation des droits de l'homme dans les autres pays
et pire encore, d'accuser les autres pays, les autres nations de violation des droits de l'homme. Et quels sont justement les principaux objectifs, les principaux enjeux d'une telle démarche? Eh bien, c'est-à-dire que, comme vous le dites, ces accusateurs sont à la fois, disons, juges et parties. C'est-à-dire qu'ils considèrent ce qui est bon pour eux, voyez-vous, considèrent que ce qui est bon, c'est ce qui leur est utile. Ils font donc de les droits de l'homme, non pas un principe auquel ils se soumettent, mais un principe qu'ils soumettent à leurs activités. Voilà exactement, disons, la nuance qui fait qu'il y a un principe vicieux dans cette déclaration. Je signale d'ailleurs à nos téléspectateurs, et en particulier à ceux qui ne connaissent pas l'histoire du christianisme, que cette déclaration des droits de l'homme, telle qu'elle est, disons, philosophiquement conçue, a déjà été, en 1791, sauf erreur, dénoncée comme criminelle, justement, par le pape Pie VI, à l'époque en France, voyez-vous, et les papes, successivement, ont toujours, et les autorités religieuses également orthodoxes, et aussi à l'époque, les autorités religieuses dans l'Empire ottoman, contemporaine de la Révolution, ont dénoncé justement cet étendard du crime. Car, je le dis comme Européen, il n'y a pas d'autre mot. Il s'agit là d'une déclaration hypocrite. Lorsque votre commentatrice a très bien, disons, fait le rapport avec la déclaration achéménide, vous savez, qu'on prête au grand Cyrus dans ce fameux rouleau, la déclaration achéménide parle d'un principe de liberté des peuples extérieur à l'Iran et intérieur à l'Iran de l'époque. Or, il ne s'agit pas d'un principe de liberté dans cette déclaration-là, il s'agit au contraire d'une sorte de moule, voyez-vous, que l'on veut imposer, de moule, de conduite que l'on veut imposer à autrui. C'est là une très grande différence, on peut dire même que c'est l'antithèse de la fameuse déclaration de Cyrus. Dans une récente lettre à l'adresse que vous avez évoquée un instant justement, à l'adresse du secrétaire général de l'ONU et des deux présidents de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité, l'ambassadeur d'Iran à l'ONU, M. Mohammad Razaei, a dénoncé le mutisme des organisations internationales envers les récents attentats terroristes contre les scientifiques nucléaires iraniens. Monsieur le professeur d'Ortiguière, pourquoi ces organisations observent le silence à l'égard d'une telle démarche odieuse, d'une telle démarche inhumaine, criminelle et terroriste? La raison en est que ces fonctionnaires des Nations Unies, qui devraient prendre l'initiative justement d'enquête, sont eux-mêmes, disons, sous contrôle de ceux qui ont présidé, de ce qu'on pourrait appeler les mauvaises fées, qui ont présidé justement à la naissance et des Nations Unies, et justement aussi de ce que M. Barrandou appelle cette mauvaise structure, c'est-à-dire, j'insiste sur ce Conseil de sécurité qui se présente comme la réunion des puissances des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. C'est donc, disons, une association qui est dans un but déterminé de maintien d'un statu quo, voyez-vous, d'un statu quo issu de la guerre, issu d'une période de violence, mais qui n'est pas la fin de la violence, qui est la continuation de cette violence dans tous les domaines. C'est-à-dire que les Nations Unies ne sont pas du tout un organisme neutre, mais un organisme au service d'une polémique, au service d'une lutte. Cette lutte dont, par exemple, le soutien de l'entité sioniste est un aspect, mais est également, disons, celle que vous trouvez en Irak, en Iran, que vous trouvez aussi dans les situations intérieures des États. Et nous ne visons pas seulement l'Iran, comme l'a très bien dit M. Razaei, votre ambassadeur, mais nous constatons aussi qu'à l'intérieur des États-Unis, ceux qui demandent par exemple une enquête sur le 11 septembre, comme de nombreux experts aujourd'hui, voyez-vous, ne sont pas entendus. Les Nations Unies sont insensibles à cet acte de terrorisme, c'est-à-dire à la recherche des causes et des racines de ce terrorisme. Voyez-vous, ces fonctionnaires-là ne sont pas en réalité comme des juges, des gens qui sont sous un régime d'équité, mais sous un régime d'oppression. Et c'est le même cas d'ailleurs des puissances occidentales dont vous parlez. Elles-mêmes sont obligées de se taire devant ce terrorisme et disons qu'elles n'obéissent qu'à un commandement extérieur. La situation, la solution aujourd'hui de la situation dont vous parlez, c'est que les États retrouvent, comme le disait la déclaration de Cyrus, une liberté, une autonomie.
sans cette autonomie de tous les États, il ne peut pas y avoir de déclaration des droits de l'homme. Que les États soient libres, que les pays soient libres, à ce moment-là, l'homme aura un sens. Maintenant, il n'est plus qu'une coquille vide entre les mains de ceux qui veulent briser le monde. Les récentes allégations de l'ambassadeur britannique à Téhéran, il a prétendu que la situation des droits de l'homme en Iran était déplorable, que les libertés civiles n'étaient pas respectées, et cela au moment où vous avez certainement vu cette violence policière en Grande-Bretagne contre les étudiants protestataires. Que pensez-vous de ces prétentions, M. d'Ortiguière? En effet, on pourrait dire, comme très souvent dans l'histoire, à monsieur l'ambassadeur britannique, qu'il fasse d'abord le ménage chez lui avant de parler de l'état de la maison d'autrui. Vous savez, ces manifestations d'étudiants sont des manifestations tout à fait justifiées. Elles sont naturellement violentes, mais parce qu'elles réagissent à une violence de la répression policière qui est justement entre les mains de M. Cameron aujourd'hui, qui s'est lui-même déclaré par ailleurs, voyez-vous, une sorte de sioniste de cœur. Voici exactement cette situation que l'on veut imposer au peuple anglais, à la jeunesse anglaise, est la même situation que, vous savez, toute proportion gardée, on veut imposer à la jeunesse palestinienne, on veut imposer à la jeunesse iranienne, c'est-à-dire qu'on veut l'écraser justement sous une pression aveugle. Monsieur Baralou, je dirais, en quelques mots, a très bien fait la relation entre les sanctions contre l'Iran et les menaces contre votre pays. Et de même, voyez-vous, dans tous les États, que ce soit du point de vue intérieur ou extérieur, on ne connaît aujourd'hui que le langage de la menace, que le langage de la force, et nullement celui de la raison. C'est-à-dire que, mon dernier mot sera celui de Rousseau, lorsque la vertu quitte le cœur, elle se maintient sur les lèvres. C'est exactement comme cela que l'on pourrait caractériser toute cette discussion sur les droits de l'homme et aussi la conduite de ceux justement qui sont des esprits forts d'aujourd'hui et en réalité préparent la faiblesse de leur peuple en Occident.